Retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Mesdames, Messieurs, il nous arrive tout fraîchement du continent africain. Son nom, Elie Rodrigue Bellegon. Il est doctorant en études sémiotiques à l'UQAM. Ses travaux portent sur une approche neurosémiotique du développement et de l'apprentissage chez l'humain, articulant les dimensions cognitives, symboliques et ludiques du développement du capital humain et de son bien-être. Il est le président fondateur de l'Institut ludopédagogique du Québec. Il y mène des recherches actions pour la conception et le développement de programmes et de technologies ludopédagogiques pour l'éducation, la formation en entreprise et la prévention des troubles légers en santé mentale. Il est également président de l'Institut africain pour la neuroéducation et la ludopédagogie, en abréviation IANEL, un organisme panafricain dont le siège est à Lomé au Togo et qui opère dans plusieurs pays africains à travers ses représentations nationales. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour frère Henri. Comment ça va? Ça va très bien. On s'était déjà parlé via Skype, si via je me rappelle. Skype, Vous étiez sur place, sur le continent africain comme tel. On est heureux de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. On vous sent santé, de bonne humeur. Vous nous débarquez du continent ensoleillé, comme on l'aime bien dire. Quelles sont les bonnes nouvelles, tout d'abord? Alors, vous me voyez en pleine forme, mais moi, je suis très fatigué. Vous savez, le continent, ce n'est pas la même dynamique ici, hein, où tout est calme. Ici, où on n'utilise pas des motos. Là-bas, c'est le vacarme constant. Il faut faire face à la culture de là-bas. Attends, il faut quand même bien situer notre public, parce que là, je vous sens encore chez vous. Là. Lorsque vous dites on utilise les motos, mais ici aussi, il y a des motos. Oui, mais les motos... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les motos sont plus nombreuses que les voitures, par exemple. Et le bruit n'est pas... Les bruits des motos là-bas, ce n'est pas le même bruit des motos ici. Donc, c'est pour vous dire que c'est deux environnements cognitifs et affectifs très différents, mais on arrive à s'y faire. Et pour moi, personnellement, je ne sais pas comment les autres vivent leurs expériences, mais quand j'arrive sur le continent, ça me demande beaucoup plus de concentration cognitive et affective. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas les mêmes manières de faire les choses, de voir les choses, ce qui est normal parce que c'est deux continents différents, c'est des cultures différentes. Mais je dis tout ça, ce n'est pas du tout une expérience péjorative, hein. C'est très, très amélioratif, c'est très passionnant, sauf que c'est exigeant en énergie et il faut être prêt et il faut savoir aussi récupérer et se reposer. Vous, quelle a été votre mission comme telle? Qu'est-ce que vous êtes donné comme mission lorsque vous êtes allé sur le continent? Et on parle ici de quel pays? Alors, on parle... moi, ma base, c'est au Bénin. On parle beaucoup de l'Afrique de l'Ouest francophone et de l'Afrique centrale un peu. Moi, je suis président de l'Institut africain pour la neuroéducation et la ludopédagogie, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation. Et c'est un organisme à but non lucratif. Nous nous sentons pas du tout redevables, hein, mais responsables de partager les connaissances que nous avons apprises ici et que nous pensons peuvent aider le continent à avancer. Donc, nous pensons que les neurosciences éducatives et la ludopédagogie sont des disciplines très orientées pour l'Afrique par rapport à ces défis et d'aujourd'hui aux perspectives. Quand nous prenons par exemple les perspectives démographiques. Dans les années 2050, l'Afrique va avoir une population très nombreuse. On aura besoin des enfants qui doivent aller à l'école. Et les défis que nous avons aujourd'hui, si nous intégrons les apports des neurosciences éducatives et la ludopédagogie, ça peut nous permettre de faire face à ces défis démographiques. D'accord, je vous arrête là. Juste pour situer un peu notre public rapido presto, on en avait déjà parlé dans ces émissions. On parle ici de ludopédagogie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport... Et on parle ici de neuroéducation. Pouvez-vous nous en donner un peu plus par rapport à ces deux éléments? De façon pragmatique, les neurosciences, c'est tout un champ disciplinaire, plusieurs disciplines qui s'occupent de comprendre le fonctionnement, la structure et le fonctionnement du cerveau, de façon générale. Oui. Maintenant, de façon spécifique, il y a des neurosciences appliquées à l'éducation, à la santé mentale, etc. En ce qui concerne les neurosciences éducatives, elles essayent de comprendre comment le cerveau est structuré et fonctionne pour apprendre. Et quand nous comprenons comment le cerveau est structuré pour apprendre,
et à l'Institut ludopédagogique du Québec, dans nos recherches, nous avons constaté que pour appliquer les principes de la neuroéducation, la ludopédagogie comme pratique pédagogique est la meilleure. Et qu'est-ce que la ludopédagogie? Voilà. La ludopédagogie, c'est l'apprentissage par le jeu. Ah. Si nous avons des compétences à développer chez l'individu, comment nous pouvons organiser le jeu dans ces mécaniques de jeu pour faire passer ces compétences dans le jeu. Parce que dans le jeu, oui, bien, parce bien. que le jeu nous propose un environnement, un contexte où il y a tout l'organisme, tous les sens qui sont engagés, Oui. c'est actif et c'est sécurisant. Et ce sont des principes d'apprentissage, ces principes positifs d'apprentissage que nous proposent les neurosciences. Et on pense qu'en partant de ces principes, on peut amener des jeux Oui. qui peuvent accompagner nos enfants de façon générale, mais aussi de façon particulière pour nos enfants qui ont des besoins spécifiques, comme l'autisme, la dyscalculie, plein de ces troubles légers qu'on peut avoir en termes d'apprentissage chez nos enfants. D'accord. Mais là, maintenant, j'ai une question ici. Je suis allé comme vous en Afrique. Et moi, je suis allé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en juillet dernier. Juillet 2026. 2025. 2025, pardon. En parlant avec des amis qui ont vécu ici, pendant des années, et qui sont maintenant des personnalités politiques, je dois vous l'avouer, chez nous, on a eu des discussions franches et sérieuses, et sincères. L'élément qui en est sorti, ça a été, après mes questions, j'en avais beaucoup, on m'a dit, Henri, le plus grand défi que nous avons ici, et là je vais vous laisser commenter, le plus grand mal qui a été fait dans ce pays, c'est d'avoir complètement bousillé, faussé l'esprit même, vous me suivez? L'esprit même, pratiquement l'âme de la population. Et c'est là notre gros défi. Maintenant, quand on parle des éléments que vous avez avancés ici, vous avez parlé de jeu. La conception de l'Africain qui voit le jeu, je vous sens sourire et je vais vous laisser continuer, qui voit le jeu autrement, et on parle même des artistes, on les voit comme s'amuser alors qu'ils font des choses sérieuses. Comment concilier cette vision-là par rapport aux éléments que vous avancez? Alors, deux réalités. C'est tout le monde entier, hein. Ça a été même en philosophie, et le jeu a toujours été rejeté en tant que chose sérieuse. Et paradoxalement, l'Afrique est précurseur de jeu. Vous savez, une culture où l'écriture s'est imposée avec le temps, c'est l'oralité. Donc le jeu n'est pas juste un jeu de divertissement, c'est un jeu d'apprentissage, d'appropriation, de rituels, d'enseignement, d'éducation. Donc, mais lier le jeu à l'apprentissage, qui est une chose très sérieuse, ça a été toujours un défi pour toute l'humanité. Sauf que ça a fait ses preuves. Et ces dernières années, nous avons eu, avec la propension des jeux vidéo, nous avons eu beaucoup de recherches en études de jeux, et nous avons remarqué qu'à travers l'andragogie, où nous aimons mettre les adultes en situation pour apprendre, nous pensons que la ludopédagogie peut être un principe, finalement, qui nous permet d'apprendre. Deuxième chose, par rapport à l'Africain, effectivement, nos inspecteurs, et d'abord nos inspecteurs, nos conseillers pédagogiques, les enseignants, eux, ils sont de plus en plus conscients que le jeu peut accompagner l'enfant parce qu'ils le vivent en classe. Mais contrairement aux parents et aux politiques, c'est ça qui est paradoxal, le jeu n'est pas quelque chose de sérieux, mais les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, bon, vous allez dire, ce sont nos formations, nos sensibilisations et les preuves scientifiques qu'on les a présentées, qui peut-être, mais les inspecteurs, ceux-là qui sont des cadres de l'éducation, les conseillers pédagogiques, ils sont ouverts à ça, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont des défis dans la pratique quotidienne, donc ils s'approprient certains jeux. Nous avons le Canada qui fait beaucoup dans ce sens, et l'Association des enseignants du Canada qui va souvent en Afrique fabriquer des jeux locaux avec nos enseignants pour voir comment cette ludo. Et c'est de ça que le continent, et c'est de ça que l'Institut africain s'occupe sur le continent. Je reviens d'un voyage où nous avons formé au Bénin seulement plus de 10 000 enseignants, pratiquement 90 inspecteurs de l'éducation et pratiquement 200 conseillers pédagogiques. C'est un partenariat que nous avons avec le gouvernement béninois qui est venu à sa fin en décembre dernier. Et ce partenariat, nous essayons de le faire avec chaque pays africain. Effectivement, le défi du continent, c'est le défi d'infrastructure. Mais quand on parle d'infrastructure, la première infrastructure
et celle qui constitue le défi primordial et principal pour l'Africain, et pour l'Afrique, c'est l'humain. C'est l'Africain lui-même. Il y a des schèmes cognitivo-comportementaux, affectifs que nous avons hérités de nos conditions de coloniser, de nos conditions de souverains depuis des années 60, mais vivant dans la pauvreté matérielle, qui ont fait que nos schèmes de pensée, d'agir, de nous comporter sont très loin de ce qu'on attend d'un humain, très loin de ce qu'on attend des gens, de citoyens, d'où notre programme de neurocitoyenneté qui vise à proposer des modules de formation pour permettre à l'individu de revoir sa subjectivité, déconstruire ses schèmes cognitifs. D'accord, mais là, je vous arrête, vous avez affirmé des éléments. Oui. Ils sont tout à fait pertinents. Pouvez-vous nous développer un peu plus par rapport à ces éléments-là? Bon, je vais... Excusez-moi. Donnez-moi-en deux seulement. Oui. Je prends l'exemple de Michel Foucault qui nous parle du processus de subjectivation. Michel Foucault, qui est un philosophe français, ouais, et qui nous parle du processus de subjectivation, c'est-à-dire comment nous nous construisons quand nous sommes individus. Oui. Nous nous construisons par rapport aux valeurs, aux croyances, aux dispositifs qu'il y a autour de nous. Oui. Or, l'Africain a longtemps été construit dans des dispositifs de nivellement vers le bas, de colonisation, si bien que c'est devenu sa nature. Et les rapports que l'Africain a avec le colon, et que le colon est parti aujourd'hui, là, ce rapport même avec son propre frère, si bien qu'il manque des valeurs de coopération, pour coopérer, pour développer un projet, les valeurs d'éthique, et des valeurs, et plein de valeurs humaines qui font qu'on ne voit pas des citoyens, mais on voit plus des habitants où chacun s'occupe de son intérêt. Donc, ce sont des éléments de blocage au développement de ces pays-là. Donc, le processus de subjectivation, une fois que c'est construit comme ça, nous-mêmes, nous devons faire une critique sur ce processus de subjectivation pour voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, afin de nous désassujettir. Sinon, nous sommes toujours des sujets assujettis par rapport à ce qu'on veut que nous soyons. Et aujourd'hui, nous pouvons, si nous parlons comme je le disais tout à l'heure en offre, des théories de postcolonialisme ou de décolonisation, il y a un travail à faire là. Il y a un travail que nous appelons en épistémologie situé, et nous parlons de la décolonisation des savoirs. Mais quand on parle de la décolonisation des savoirs, qui entretient le savoir? C'est l'humain. Donc, avant d'admettre la décolonisation des savoirs, il faut faire une décolonisation sur les peuples africains. Et comme vous le savez très bien, les discours et les mots ne changent pas ces genres de comportements. C'est la même chose pour le racisme. On va beau crier, luttons contre le racisme, il faut créer des dispositifs. Et le jeu, justement, c'est un bel dispositif pour permettre aux gens de changer des schèmes cognitifs et de changer des comportements. Et pour vous dire que notre programme de neurocitoyenneté, c'est un grand jeu, que nous avons un jeu de rôle, que nous avons inscrit dans une république des neurocitoyens. Neurocitoyenneté. Oui. La neurocitoyenneté, c'est de voir comment nous pouvons nous réapproprier les processus cérébraux et affectifs. On parle des Africains ici, des Noirs. Oui, même ici aussi, en Occident, on a besoin de la neurocitoyenneté par rapport à l'invisibilité du racisme. Le racisme, c'est pas l'épigénétisme s'ancre en nous, et on parle de racisme systémique. Ce n'est pas à coup de projets d'ateliers. Oui, les ateliers, ça marche parce qu'il faut mettre les gens dans des contextes pour pouvoir déconstruire ces schémas. Mais les discours ne changent pas, et le jeu, parlant de ludopédagogie, est une pratique scientifique qui nous permet d'aborder des changements de comportement, de manière de penser et d'agir chez les individus ou dans les communautés. Malheureusement, le temps nous manque, mon frère. Je vous trouve très intéressant parce que lorsque vous parlez ici, pas seulement de changement de comportement, mais moi, je vous emmènerai un peu plus loin. Je parle ici de notre mode de pensée, de notre manière de formuler, n'est-ce pas, des éléments. Vous m'avez déjà cité quelque chose disant, voilà, on se sert beaucoup des grands philosophes connus qui sont tous des Occidentaux. Oh. Bon, mais nous-mêmes, voilà. nous-mêmes, dans les recherches, dans des travaux poussés, on dirait qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On ne croit pas. On a un problème de complexe de coloniser qui est très profond et qui est encore visible. Ça nous insulte quand on nous dit ça, mais c'est là. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis oui, c'est ce que nous disons. Peut-être que moi, je le dis dans d'autres mots, mais c'est ce que nous disons. Et par rapport à ça, il faut trouver une solution. Et la solution que nous avons trouvée aujourd'hui, c'est la neurocitoyenneté qui passe par la pratique de ce jeu de rôle que nous appelons la République des neurocitoyens. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, des manières de penser. D'où viennent ces manières de penser? C'est la cognition. C'est comment nos schèmes cognitifs sont formatés. Et ces schèmes viennent de là où nous vivons, des comportements qu'il y a autour de nous, des représentations. Vous allez grandir dans une communauté où on n'aime pas la femme.
Vous pensez que vous pouvez aimer la femme? Non. Vous grandissez dans une communauté où le vol est valorisé. Vous pensez que vous serez quelqu'un d'honnête? Non. Maintenant, en grandissant, en prenant conscience, est-ce que vous pouvez faire une critique de tout ça et dire, moi, je veux être ceci, je ne veux pas être ceci. Et c'est ça qui nous manque encore en Afrique. Chacun essaye de vivre à sa manière, de tirer le droit de son côté, le droit de son côté. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas encore des citoyens ni des nations, nous sommes encore des habitants. Il faut travailler sur la citoyenneté africaine. J'avais une dernière question. Malheureusement, le temps nous presse. L'intelligence artificielle, à vous suivre? Oui. Ça veut dire que le continent n'est pas encore prêt pour assumer, pour travailler avec... Je vous sens sourire là. Moi, ça me fait mal quand je vous vois sourire. Avec l'intelligence artificielle, parce que moi, j'y crois. Vous savez, pour moi, l'intelligence artificielle est au 3e niveau. Nous n'avons même pas encore fini. C'est-à-dire? Le premier niveau, c'est le niveau de quotient intellectuel. Faire la recherche, la créativité, utiliser à fond sa cognition. Le 2e niveau, c'est l'intelligence émotionnelle. Qui est La capacité de se connaître soi-même, parce que l'Africain ne se connaît pas. De se connaître, la connaissance de soi. L'Africain ne se connaît pas. Non, la connaissance de soi et la capacité de se mettre à la place de l'autre, que nous appelons l'empathie. L'empathie. L'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est la Oui. compétence la plus recherchée justement chez l'humain quand nous parlons de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est au 3e niveau. C'est un outil très puissant. Mais quand nous n'avons pas les 2 premiers niveaux, nous ne saurons jamais utiliser ce 3e niveau qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est comme tout outil. L'Internet, le couteau, la radio. Le couteau, par exemple, on peut manger une pomme avec le couteau comme on peut tuer quelqu'un. Donc, pour tuer quelqu'un avec un couteau, ça veut dire qu'on a manqué des bases. Et c'est la même chose pour faire mal avec, ou pour faire n'importe quoi, ou ne rien faire avec l'intelligence artificielle. C'est qu'on a manqué la base du QI et la base du QE. Donc, nous, Africains, pour le moment, et même après ça, ça prend du matériel, ça prend des équipements. Nous n'avons pas fini d'avoir l'électricité chez nous. Nous n'avons pas fini d'avoir Internet et nous ne pouvons pas avoir des centres de données qui entraînent l'intelligence artificielle. Ah, j'ai fini. Je ne poserai même plus de questions. Mon frère. C'est comme si on veut aller à la course de haies alors qu'on n'a même pas encore marché, on ne rampe encore. Donc, nous ne pouvons rien faire avec, nous n'avons ni les moyens, ni encore atteint le niveau qu'il faut pour utiliser ces... Même, vous voyez, l'Occident qui est très développé, qui a développé ces outils, on parle beaucoup d'éthique. L'éthique de l'intelligence artificielle, c'est très important. Ouais, mais l'éthique, c'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est comment nous en servir. C'est quoi notre limite dans l'utilisation de ces outils pour faire du bien ou du mal? Ce n'est pas la crainte plutôt que l'outil se retourne contre nous une fois qu'il détient toutes les informations comme telles. Parce qu'on parle ici de système binaire. Oui. Et le système binaire, on parle ici de chiffres, de chiffres. On peut aller très très vite. Aller très très vite et faire très, ce qu'on très veut. loin. Tout à fait. Mais qui est à la commande? Ouais, c'est nous. Voilà. Donc, pour aller très loin, c'est là l'éthique intervient. Est-ce que je ne suis pas en train d'aller très loin? À un moment donné, on doit se poser cette question. Surtout quand on est conscient. Je prends l'exemple de ce que nous disons. C'est vrai, hein, le bouton rouge des bombes nucléaires. Tu ne vas pas le faire sans poser la question éthique. Tu ne peux pas. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. C'est la même chose pour tous les outils que nous utilisons, jusqu'à où nous les utilisons pour le bien-être de l'être humain et de l'humanité. Et que ces outils, nous les pensons dans les limites de ce que nous pouvons offrir et dans les limites de ce que ça peut offrir. Maintenant, si nous commençons à manquer d'éthique, c'est sûr que ça peut aller un peu partout comme nous pouvons. Ceux qui manquent un peu de stabilité cognitive et affective vont prendre le couteau et tuer un autre humain. Donc, alors que d'autres paisiblement mangent avec leur couteau une belle pomme. Donc, c'est l'éthique, l'éducation qui pourra nous permettre de naviguer dans ces chemins parce que c'est ce que nous nous sommes promis. Pourquoi ça doit nous faire peur? Qu'est-ce que nous nous sommes promis au lendemain de la modernité? C'est le progrès. C'est le progrès. Et on est investi dedans. Le progrès et le bonheur. Le bonheur, justement. Le progrès et le bonheur. Non, on peut même dire autrement, le progrès pour le bonheur. Oui. Mais alors là, est-ce que nous analysons notre cheminement dans l'univers pour voir est-ce que ce progrès contribue vraiment au bonheur de l'humanité? Parce que d'autant plus que nous nous faisons peur souvent. On parlait de l'Internet, de la technologie, comme on a parlé du marteau. Le marteau pour laisser l'être humain se reposer son bras, la technologie pour laisser l'être humain reposer sa tête. Mais quand cette technologie vient, nous avons peur de perdre du travail, nous avons peur. Oui. Ça va, c'est normal tout ça. Ça me
ça me ramène à Saint-Augustin qui nous disait qu'il faut une assemblée technologique qui va étudier les bienfaits sociaux de toute technologie que nous constituons. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces technologies sont libérales, sont dans le capitalisme. Et j'écoutais une émission hier où on dit que les Américains investissent 1 milliard par jour dans l'intelligence artificielle. 1 milliard. Et on prend tous les meilleurs de la société pour leur payer des millions. Et ce qui me fait marrer dans l'émission, c'est que le gars dit, on prend tous les meilleurs pour éduquer l'intelligence artificielle et on prend les nuls pour éduquer nos enfants à l'école. Moi, j'ai des amis enseignants, ils ne sont pas du tout nuls. C'est une manière de parler par rapport au salaire. On donne des salaires de 3 millions à des gens qui éduquent l'intelligence artificielle, alors que nos enseignants sont payés la miette pour éduquer l'intelligence humaine. Monsieur Élie Rodrigue Bellegon, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Oh là là, tout un retour à Montréal. Mon frère, vous allez revenir. Oui, on va débattre sur des thèmes très très précis, ça me fera vraiment plaisir. On va pousser encore plus l'intelligence artificielle. Je vous dis merci. Oui, merci beaucoup. Et c'est des sujets qui sont vastes et qu'on ne saurait faire le tour en quelques minutes, mais je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité et organisons-nous pour la suite. Monsieur Élie Rodrigue Bellegon, il est le président et chef de la direction. On parle ici de Ludo Academia, c'est bien cela? C'est ça, Institut ludopédagogique. Institut ludopédagogique du Québec, et il est également sur le continent africain. Merci beaucoup et bon été. Merci. Bon été à vous. Merci. À très vite.